Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous fais une petite FAQ. Je suis désolé, le son et l'image sont pourris, mais en fait, mon monteur est en vacances, donc je vous fais quand même un petit peu de content. On va faire une FAQ. J'ai sélectionné quelques petits commentaires que vous avez laissés gentiment sur les vidéos sur YouTube. Vous allez voir qu'il y en a certains qui sont un peu piquants. On va répondre à tout ça. Alors, let's go! N'oubliez pas un petit truc, si jamais vous voulez des mailing lists, si vous voulez vous abonner à une mailing list 100% gratos où je vous donne perso, c'est moi qui les fais tous les jours, des tips quotidiens sur le mixage, le mastering, la production, la psychoacoustique, etc. Ça, c'est vraiment full valeur, full info, 100% gratuit. Vous avez simplement à vous inscrire à cette mailing list. Et en plus de ça, vous recevrez 300 presets de sérum haut de gamme, plus une formation pour les débutants qui s'appelle le guide ultime du home studio, 100% gratos. Je vous mets tous les liens en dessous. Allez, sans plus parler, on y va. Alors, bam, je vous share ça. Let's go. Et on commence tout de suite par le premier commentaire. Je vais pas dire les noms à chaque fois parce que c'est imprononçable, mais c'était un commentaire sur une vidéo où je parle du home studio, de comment faire son home studio en 2025, les erreurs importantes à essayer d'éviter. Le commentaire, c'est un peu exagéré de dire que les mousses acoustiques sont complètement inutiles. La proportion effort-installation-effet est certainement décevante si on s'attend à des miracles, mais faire mieux est mieux, ne rien faire est moins bien. Je maintiens ce que j'ai dit, mettre des mousses acoustiques. Alors attention, on parle vraiment de ces mousses acoustiques, hein. Vous savez, ces mousses noires qui sont pas très épaisses comme ça. Ça sert à rien. Ne faites pas ça. N'allez pas dépenser des sous là-dedans. Ce que dit Mister ici, je suis absolument pas d'accord avec ça. Si tu veux, le gros truc des mousses acoustiques, c'est quoi? C'est que ça va toucher uniquement aux hautes, très hautes fréquences. C'est-à-dire que certes, ça va avoir un tout petit effet acoustique, mais uniquement sur les hautes fréquences. Pourquoi les hautes fréquences? Dû à la matière que c'est et dû à l'épaisseur surtout que c'est. Et au coefficient d'absorption de la mousse qui est très mauvais. OK? Donc en vrai, il va y avoir que les extrêmes hautes fréquences qui vont être touchées, un petit peu absorbées. Et fondamentalement, en fait, dans une pièce, on va dire que 95% du problème, c'est dans les basses, c'est dans les bas mids que ça se passe, ok? Dû aux dimensions de la pièce. Et donc, de foutre ces mousses acoustiques ne va rien faire en réalité, ça va pas régler fondamentalement, si tu veux, le vrai problème. Ok? Donc, je maintiens ce que je dis, n'achetez pas ces fucking mousses, voilà, parce que ça sert à rien. Allez plutôt acheter un petit peu de laine de roche, faites-vous des bons panneaux bien épais, et vous allez voir que là, pour le coup, même si vous faites pas de mesure, même si vous faites rien de spécial, mais vous faites uniquement des bons panneaux épais, que vous les placez déjà aux premières réflexions par rapport à votre setup. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous aurez déjà des résultats. Même si ce n'est pas optimal, vous aurez déjà de bons résultats. OK? Donc voilà. Après, si vous avez envie de dépenser dans de la mousse pour rien, foutre du fric par la fenêtre, ça vous regarde, hein. Question suivante, c'est relié à ça, hein. De nouveau, c'est relié un petit peu à l'acoustique. À la même vidéo d'ailleurs, c'est Hello Igor, que penses-tu de la solution SonarWork, uniquement après un bon traitement acoustique? Merci. Alors SonarWork, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une solution, on va dire, entre guillemets, c'est un software que vous insérez sur votre master ou dans votre ordi de manière générale, sur votre écoute, qui va faire une correction, c'est-à-dire que ça va faire un EQ, fondamentalement. Le truc de SonarWork, alors peut-être, on va prendre avec des pincettes parce que ça fait un moment que je l'ai testé, ça fait maintenant plusieurs années, je dirais 2 ans, un truc comme ça. C'est vrai que Sonarwork m'a contacté, hein, m'a envoyé un de leurs systèmes pour que je fasse un test. J'en avais fait une vidéo, j'ai pas été payé, c'était simplement une vidéo. Ils me donnaient le matos et le micro de mesure qu'ils donnent avec. J'ai fait un test pour voir au studio. Alors, moi, ici au studio, évidemment, c'est totalement biaisé parce que j'ai pas besoin de ça. Il y a déjà une une bonne acoustique et enfin, c'est fort traité acoustiquement, c'est ce que je voulais dire. Donc, j'ai pas du tout besoin de ce genre de système. Moi, dans ma situation, ce genre de système est totalement, enfin, ça sert à rien. Donc voilà, c'est un petit peu biaisé à ce niveau-là par rapport à mon test. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous le disais, en tout cas, quand j'ai testé, SonarWork faisait, pour ainsi dire, que une EQ, en fait, hein, sur le master, entre guillemets. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que j'en pense, fondamentalement, je suis pas très fan de ce genre de système. Pourquoi? Parce que ça vend un petit peu du rêve dans le sens, vous pouvez avoir une super acoustique en faisant un EQ sur votre écoute, ce qui est complètement faux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, si vous avez
Des ondes stationnaires, si vous êtes dans un endroit sur votre position d'écoute où vous avez un vrai creux à une certaine fréquence, typiquement, j'en sais rien, on va dire, allez, on prend un exemple 80 Hz, vous avez un creux à 80 Hz. Le fait de rajouter du 80 Hz, ça ne va strictement rien changer. Vous ferez que, en fait, rajouter de l'énergie à cette fréquence problématique. Et là où vous êtes dans le creux, ce sera encore plus un creux. Et dans les zones où c'est des bosses, où vous en avez trop, il y en aura encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça règle pas le problème, ça fait, enfin, c'est physiquement impossible, si vous voulez, de régler ces problèmes d'ondes stationnaires qui sont en fait, il n'y a pas que ça, attention, hein, c'est bien plus complexe que ça, mais c'est un des gros problèmes en fait dans une pièce, c'est les ondes stationnaires, les premières grosses, hein, longueur, largeur, hauteur. Il y en a plein d'autres, mais dans les grandes lignes, ces trois grandes-là vont déjà définir globalement le premier gros creux et la première grosse bosse que vous aurez dans le bas du spectre. Et c'est un petit peu ce qu'il y a de plus dur à gérer, suivant enfin, c'est ce qu'il y a de plus dur à contrôler. Et l'équalisation là-dessus, faire un EQ n'a zéro impact, en fait, zéro fucking impact, si ce n'est que ça peut empirer en fait les choses. Euh, Pourquoi? Tout simplement parce que c'est de la physique. Quand vous avez une onde stationnaire, c'est dû aux dimensions physiques de la pièce. Le fait d'en rajouter, d'en enlever, ça va juste changer à quel point cette onde stationnaire stationne, entre guillemets, entre ces différentes dimensions. Donc voilà. Sincèrement, je suis euh, pas méga fan de ça dans ce sens-là, dans le sens où si vous avez en fait des gros problèmes comme ça dans une pièce d'acoustique, ça va rien régler. Maintenant, équaliser du monitor, équaliser une écoute dans un studio contrôlé acoustiquement, il y en a plein qui le font. Si c'est bien fait, ça marche très bien. Donc je dénigre pas ça. Voilà. Pour ceux qui se demandent, moi ici au studio, je n'ai pas, j'ai zéro EQ sur mon monitor, si ce n'est des réglages sur les amplis, des amplis des ATC. Hein. Donc les amplis que j'ai, c'est les amplis déportés des ATC. Et là-dessus, on a quelques réglages, mais c'est tout flat. Et la seule chose qui est réglée, si vous voulez, c'est le niveau de mes subs par rapport aux têtes. Donc voilà, ça a un impact par rapport aux basses, mais voilà, de manière générale, ma room n'est pas équalisée. C'est vraiment traité à 100%. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette room, bien entendu, a été construite de pair avec les ATC. Donc en fait, dès le début, l'acousticien a pris les enceintes comme étant le moniteur de référence de cette room et tout a été construit autour en fonction et tout a été modélisé en fonction, si vous voulez. Donc, on arrive à un super résultat en termes d'écoute. Et je suis bien conscient que c'est pas accessible à tout le monde parce que ça coûte cher et que voilà, moi c'est différent, c'est mon job, je suis professionnel là-dedans, donc bien sûr pas tout le monde peut investir autant pour faire ça. Mais je dirais que même de manière générale, si je devais refaire un studio dans une pièce existante, vraiment, je me concentrais sur l'acoustique à fond, sur le traitement acoustique, faire des gros panneaux, etc. Et après, suivant ce qu'on a comme résultat, essayer d'appliquer ce genre de système. Mais pour info, si je devais équaliser une room, ma room, entre guillemets, j'irais chez Trinov. Alors, c'est pas du tout le même prix, hein, attention, on n'est pas du tout dans la même gamme de prix, mais Trinov font un système de correction de pièces qui fait bien plus que uniquement un EQ, hein, qui aussi corrige la phase et d'autres choses, ce que ne fait pas Sonarwork. Donc voilà. Donc en gros, je pense que c'est valable, ça se fait dans les studios pro, mais il faut le faire bien. Sonarwork, pour moi, c'est un petit peu une solution, c'est facile, mainstream, un petit peu fast food, on va dire. Voilà pour les home studistes. Et je pense que fondamentalement, ça ne les aide pas réellement. Ça peut un tout petit peu, suivant les cas, faire un petit peu mieux si on a déjà traité. Mais dans l'idée, voilà, je ne suis pas un énorme fan. Allez, on passe à la suite. Une question de Mozarbit. Alors, je cite son nom parce que c'est un vrai fidèle des formations, de plein de choses hein, qu'on se connaît un petit peu. Il nous dit comment tu gères les bacs et ambiances vocales dans le contexte de reverb et est-ce que cela est bon et bénéfique d'intégrer plusieurs reverbs, genre une courte, une médium, une longue, etc. Il parle de... C'est un commentaire dans une vidéo où je parlais du mixage de la voix, de la reverb. Je vous invite à aller voir ça hein, d'ailleurs, où je donne vraiment une grosse formule, où je donne vraiment des gros tricks là-dessus. Est-ce que c'est pertinent déjà? Il y a plusieurs questions faites dans la question. Est-ce que c'est pertinent de faire plusieurs reverbs? Donc, il parle des bacs et des ambiances. Hein. Oui, c'est pertinent de faire plusieurs reverbs, bien sûr. Alors, en fait, les reverbs, c'est un petit peu comme tout. Il faut voir ça. La reverb, il faut voir ça comme un signal à part entière. C'est pas juste un FX, en fait. Faut vraiment, moi, je vois vraiment ça comme un layer, entre guillemets.
Quand vous faites une reverb, hein, en parallèle, bien sûr, en aux, vous faites des scènes dedans, vous créez un nouveau signal en fait. Il y a un nouveau signal qui vient s'ajouter à la voix, en l'occurrence dans cet exemple. Et donc, faut pas, c'est vraiment une nouvelle source audio qu'on doit venir intégrer dans l'ensemble. Et c'est vraiment moi comme ça que je vois la chose. C'est mon mindset par rapport à ça. Et donc, oui, de faire plusieurs types de reverb, ça a du sens parce que on crée plusieurs espaces, on crée plusieurs signaux, on crée plusieurs layers en fait, tout simplement, autour de notre voix, en l'occurrence. Et oui, ça peut être super de faire ça. Pour voir ça un petit peu, j'ai un exemple qui me vient comme ça en tête. Si par exemple, je sais pas, vous faites une snare, vous avez une snare, une caisse claire, et que vous faites des layers dessus. Alors, pas forcément de reverb, hein, des layers quand vous faites du sound design, peu importe, vous layerez plusieurs choses. Et c'est un petit peu le même esprit. On pourrait layerer un truc très court au début, dans les bas mids, on pourrait layerer un truc plus long dans les aigus. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut voir ça comme ça. C'est comme des layers qui doivent venir s'imbriquer les uns dans les autres. Euh, Après, donc pour les bacs et les ambiances donc vocaux, hein, derrière le voix lead, etc., c'est justement bien pour créer de la séparation, en fait, de créer un espace différent, de créer des layers différents autour de ces bacs, typiquement. Et ça peut beaucoup aider sur le plan sonore, surtout. Typiquement, on veut le voix lead devant, on veut les bacs un petit peu derrière. Eh ben, on peut se servir de la reverb à ce niveau-là pour gérer ça, quoi. Après, il faut faire attention par rapport au temps de pre-delay, etc. Il y a des choses à respecter si vous voulez vraiment créer cette sensation de profondeur. Parce que tout simplement, dans la vraie vie, notre cerveau, en fait, il est habitué à certains facteurs, notamment le pré-délai, hein. Dans une pièce, le pré-délai nous donne vraiment une sensation de distance ou pas, hein. C'est-à-dire que si vous êtes dans une grande pièce, hein, si vous avez pas de pré-delay ou un pré-delay très 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 court, alors pré-delay pour faire très simple, pour ceux qui ne sauraient pas, hein, c'est le temps entre le moment dry, entre le son dry et le moment où la reverb commence à arriver derrière. Il y a un laps de temps, un delay entre ces deux choses-là, on appelle ça le pré-delay. Un pré-delay très court nous donne une sensation de pièce plus petite, enfin, excusez-moi, non, une sensation de distance plus restreinte. Ok, donc alors à l'inverse, un pré-delay, excusez-moi, plus long nous donne une sensation de distance. euh, Non, attends, je vous dis des conneries en fait, je vous dis c'est l'inverse, hein. Un pré-delay long vous donne une sensation d'avoir la source plus proche de vous, et un pré-delay court vous donne la sensation d'avoir la source plus loin de vous. J'ai confondu avec un autre truc que j'avais dans la tête. Bref, donc ça, c'est vraiment important à respecter. Tout simplement, pourquoi? Parce que dans la vraie vie, en fait, hein, pour faire simple, si, imaginez-vous, vous êtes dans une grande pièce, vous avez quelqu'un qui est très proche de vous. Il tape dans les mains, donc vous avez le son direct, bim, direct in your face, très fort, et vous avez le temps que le son aille taper contre les parois et revenir à vous, il va y avoir plus de temps, plus de prix. Au contraire, si un mec est plus loin de vous, il fait la même chose, il tape dans ses mains. Ben, le temps déjà que le son dry, le son direct arrive à vos oreilles est plus long, mais le temps du pré-delay, hein, et donc le temps entre le son dry et le pré-delay sera plus restreint. Donc en fait, les deux sons, le son dry plus la reverb, va arriver plus en même temps à vos oreilles. Et donc, vous allez identifier ça comme étant plus loin. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres pour gérer la reverb. Donc, en fait, ça passe par le fait de comprendre un petit peu ce qui se passe physiquement en termes d'acoustique dans un lieu, dans un espace. Et c'est, voilà, quand on se sert de ces reverbs, on peut faire plein de reverbs, mais il faut respecter ces choses-là. Donc là, je vous en ai parlé d'une, on va pas parler de toutes maintenant, ce serait trop long. Mais pour répondre à la question de Mozart Beat, oui, bien sûr, ça a du sens de faire ce genre de choses. Cependant, plus tu mets de reverb, plus tu compliques la chose, plus potentiellement tu peux aussi rendre le truc un peu moins précis, plus cloud, etc. Donc il faut faire attention. Mais si tu sais ce que tu fais, bien sûr, tu peux jouer avec différents espaces, des grands, des courts, des sombres, des clairs, etc. pour créer des contrastes et créer tout un environnement 3D autour du son. Ok, si jamais, je sais il y a de l'intérêt, mais si vraiment vous voulez encore plus de contenu là-dessus, plus de vidéos dédiées à ce genre de truc-là, mettez des commentaires par rapport à ça. Mettez Reverb ou même voir des exemples mettez-moi sur quoi vous galérez, sur quoi, quelles sont vos plus grosses pains là autour des reverbs. Et je verrai que s'il y a de l'intérêt, s'il y a des trucs un peu communs où plusieurs personnes galèrent vraiment sur les mêmes trucs, je vous ferai des vidéos là-dessus. On continue. Ensuite, on a un petit commentaire entre guillemets négatif sur un short. Pour le coup, je parlais mixer en mono et je disais que pour moi, mixer en mono aujourd'hui, ça n'a plus grand sens. Je vais développer.
Et donc, il nous dit, je ne suis absolument pas d'accord. On ne mixe pas qu'en stéréo. On peut très bien mixer toute sa phase d'équalisation en mono pour une parfaite gestion des effets de masque et ensuite continuer le mix en stéréo. Alors, pour moi, je comprends ce qu'il dit. C'est pas faux dans l'absolu où, quand on est en mono, bah, les choses se masquent plus. Vu qu'on ne peut pas créer cette séparation entre gauche et droite, on ne peut pas se servir en fait de la séparation gauche et droite à notre avantage pour créer la séparation. Donc, l'argument est bon dans le fond, mais dans les faits, en fait, j'ai le même discours. C'est-à-dire que, certes, tu vas mieux te rendre compte de certains trucs en mono, mais en fait, on mixe pour faire de la stéréo. Donc, moi, j'en ai rien à branler de comment ça sonne en mono. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de. Je veux dire, tu crées de la séparation de tes éléments avec de lecture, avec plein de méthodes, mais aussi avec du panning, avec des choses stéréo. Et donc, vu qu'on mixe pour de la stéréo, en fait, le fait de se dire je mixe tout en mono pour être sûr que si, que ça, puis qu'après je fous tout en stéréo, pour moi, il est où l'intérêt, quoi? De toute façon, ça finit en stéréo, donc autant le faire en stéréo tout de suite. J'aurai le même résultat plus rapidement. Et pour ce qui est de se rendre compte des effets de masquage, tu t'en rends très bien compte en stéréo. Mais encore une fois, en fait, enfin, si tu veux, pour moi, c'est un non, c'est un petit peu hors sujet le commentaire dans le sens où de toute façon, vu qu'on mixe pour faire de la stéréo, ce qui compte, c'est comment ça sonne en stéréo. Encore une fois, hein, c'est moi, pour moi, le plus logique, c'est d'aller le plus droit au but possible, le plus droit au résultat final possible. Et pour ce faire, ben, je vais enlever les étapes au maximum. Je vais simplifier le process. C'est un petit peu comme dire, bah voilà, je mixe en enlevant tous les aigus, j'écoute que les basses, machin. Oui, mais le truc, c'est que si tu fais ça, en fait, les aigus ont une perception par rapport à ton oreille sur comment tu perçois le reste du spectre aussi. Donc, tu vois, c'est exactement la même chose, en fait. Le fait d'écouter en stéréo nous donne une certaine perception du son, et c'est le format final, et donc autant être dans cette perception-là tout de suite. Donc voilà. Après, certes, écouter les choses en mono, s'assurer que certains trucs sonnent bien en mono, ou en tout cas sonnent, qu'on soit OK avec la manière dont ça sonne en mono, c'est important et je le fais aussi, mais je vais jamais mixer en mono. Sincèrement, je pense que, alors il y en a, hein, vous pouvez voir des gars qui s'amusent à faire ça, mais aujourd'hui, en 2025, pourtant je côtoie beaucoup de monde dans mon milieu pro, j'ai beaucoup de collègues, ingénieurs, etc. Personne fait ça, les gars. Personne mixe en mono pour ensuite tout foutre en stéréo. Ça a aucun sens. Après, ça a pas avoir du sens en fait quand on apprend, qu'on veut voir, qu'on veut se rendre compte de certains trucs. Alors, je vous donne un exemple simple. Par exemple, j'ai un truc qui me vient tout de suite en tête. Quand vous faites des Ass Effects, par exemple, vous avez une source quelle qu'elle soit, vous faites du Ass Effect, vous delayez gauche-droite pour créer un effet stéréo, créer quelque chose, ou changer une perception de source. Quand on fait ça, c'est important par exemple de checker comment ça sonne en mono, parce que le fait de delayer gauche-droite et de remettre ça en mono, ça va créer une sorte de, enfin pas une sorte, ça va créer un comb filter, et c'est important de voir comment ça sonne en mono, ça. Mais tu vois, dans ce cas-là, bah, on crée un S-Effect justement pour l'effet stéréo que ça produit. Après, on va s'assurer que en mono, ça sonne OK, d'accord? Mais pas plus loin que ça. Tu vois, ça aurait aucun sens en fait de se dire ok, je fais un S-Effect en mono, parce que du coup, tu vas juste créer un effet de phase, ça va juste dilayer gauche-droite, mais qui est centré, donc au final, tu vas créer cet effet phasey. Puis ensuite, tu fous ça en stéréo, ça va sonner différemment, du coup, tu vas percevoir les choses différemment. Donc voilà, ça n'a pas grand. Pour moi, l'argument est nul. Ça, c'est un petit peu un argument de gens qui, enfin, entre guillemets, qui débutent. Je sais pas si Voss Flying débute ou pas, mais bref, voilà, bref, pour moi, ça n'a pas grand sens. Checker les éléments importants, c'est-à-dire, par exemple, ce qui est centré, par exemple, je sais pas, un voix lead, votre kick, votre snare, etc. Checker que le mix, globalement, en mono, tienne. C'est-à-dire que la balance tienne, que les éléments importants restent là où ils sont, plus ou moins. C'est important de le faire, peut-être en mono, et encore de moins en moins. Et voilà. Et après, bah, il y a plein d'arguments. On pourrait argumenter et de dire quels sont les systèmes mono réellement encore aujourd'hui, hein. Il y en a qui vont dire, attention, il y a des clubs qui diffusent en mono. Oui, non. Alors les gars, sincèrement, les clubs qui diffusent en mono, je ne sais pas de quel club on parle, hein. Si on parle d'un petit troquet dans lequel il y a deux enceintes au fond du bar et puis qu'il y a un petit DJ qui vient, bon, ok, certes, mais en fait, on s'en fout de ce genre de cas de figure. C'est pas très important. Si on parle de vrais clubs, des clubs dignes de ce nom, les systèmes sont en stéréo. Les subs sont semés en mono, ça c'est vrai, mais le reste est stéréo. Donc après, voilà, de mixer en mono, c'est pas la même chose. De nouveau, c'est une question de perception. Quand vous êtes en mono, vous n'avez pas la même perception du son.
Pourquoi? Parce que tout vient d'un seul truc, ou bien le son est exactement pareil entre gauche et droite ou entre les différents haut-parleurs. Le fait d'avoir de la vraie stéréo change la perception du mix. Donc pour moi, ça n'a pas de sens de faire un mix en mono et de remettre ça en stéréo derrière. Bon, voilà, je pense que je l'ai déjà dit. Next. On a une question par rapport à où je parlais de Headroom en Master Extra. J'aimerais savoir s'il est obligatoire de sortir un master avec un true peak à -1. Comme vous le savez, c'est les recommandations la plupart des plateformes de streaming, genre Spotify et compagnie. Est-ce que c'est obligatoire de sortir un master avec un true peak à -1? Non, absolument pas. C'est pas obligatoire. Tu fais ce que tu veux. La musique reste un. Il n'y a en fait, je l'ai déjà dit des millions de fois, mais je vais le répéter encore dans cette vidéo parce que c'est important. Il existe absolument aucune règle. Il existe absolument aucune norme en musique. Ok? Ce n'est pas une norme. Les plateformes de streaming, ce sont des recommandations qu'elles vous font par rapport à eux. Et dites-vous un truc, c'est que si elles vous font ces recommandations, c'est absolument pas c'est juste du business, c'est parce qu'elles veulent s'assurer que l'utilisateur ait la meilleure expérience possible. Ne perdez jamais de votre esprit. Et tout simplement, en fait, enfin, on pourrait argumenter mille trucs, mais vous allez simplement aller sur Spotify, vous regardez ce que vous avez envie, le top 100 de ce que vous avez envie, de n'importe quel style de musique, les plus gros hits, de ce que vous voulez, du hip-hop, de ce que vous voulez. Et vous allez me trouver des exemples de masters qui ont vraiment un true peak à -1. Vous verrez qu'il n'y en a quasiment aucun, voire aucun. OK? Et comme vous verrez que tous ces masters contiennent des overshoots, c'est-à-dire qu'ils contiennent du true peak au-dessus de 0. Et les gens ne comprennent pas un truc, c'est qu'une valeur true peak, c'est une estimation de ce qui se passe quand on écoute, quand on convertit un fichier numérique en analogique. Donc, quand vous voyez un master qui a une valeur true peak au-dessus du zéro, c'est une estimation. C'est-à-dire que c'est une estimation clairement de ce qui va se passer quand il y aura la conversion. Mais le fichier numérique lui-même ne clique pas. Vous pouvez avoir un +3 en TP, donc en true peak sur un master, mais en réalité, la vraie valeur numérique, elle est à zéro. Ok. Ce qui va se passer, c'est concrètement, oui, il y aura environ 3 dB de clipping quand on va convertir, mais c'est le convertisseur qui va clipper. C'est pas en numérique que ça va se passer. Est-ce que c'est un problème? La plupart du temps, non. C'est-à-dire, quand je dis la plupart du temps, c'est la grande, grande, grande majorité du temps, non, ce ne sera pas un problème, parce que ce sera de l'ordre de l'inaudible. En tout cas, si on écoute des fichiers non compressés. Maintenant, c'est un autre sujet par rapport aux conversions derrière. C'est-à-dire que si vous avez un master en Wave, par exemple, qui est à zéro en numérique, donc en pic standard, on est à 0 dBFS. On a du true peak qui est, je sais pas, je vous donne un exemple, on est à +1 en moyenne, on a des true peaks qui vont jusqu'à +1. Euh, Maintenant, si on prend ce fichier-là, audio, qui sera en Wave par exemple, et qu'on convertit ça en MP3, l'MP3 c'est un fichier destructif, le process du MP3 va faire qu'on va avoir une valeur pic qui va augmenter. Et dans ce cas-là, certes, le MP3, une fois qu'on l'écoutera, bah, il peut même avoir pour le coup des valeurs numériques qui clippent pour de vrai, hein, pas du true peak, des valeurs pic qui clippent, qui soient un petit peu au-dessus. Et le true peak va encore plus augmenter. Donc le fait en fait après d'écouter ce MP3 sur le même convertisseur va faire qu'on peut potentiellement plus clipper le converto de sortie. Ok. Donc ça c'est un fait, c'est vrai, hein, complètement. Mais pour vous dire un truc, c'est que dans l'industrie, ben, en fait, si vous voulez, c'est pas les ingés qui choisissent en réalité. C'est-à-dire, c'est pas moi qui ai le mot final sur les masters de mes clients. C'est-à-dire que mes clients, et vous allez très vite comprendre où on va en venir, c'est que si on ne veut pas de true peak, si on veut déjà avoir un master en true peak à -1 dB true peak, hein, il n'y a pas 50 000 manières de le faire. C'est soit déjà on va devoir limiter en true peak, ce qui va limiter plus en l'occurrence. Tout simplement parce que en fait, du limiting, excusez-moi, en Troupic, dans les grandes lignes, hein, pour vulgariser, c'est du limiting avec de l'oversampling. On oversample le limiting et du coup, on limite plus quand on oversample un limiteur, hein, pour un niveau donné, hein, un niveau égal. Donc en fait, on se retrouve avec plus de process et ça, c'est un cas, mais ça va pas régler le problème. C'est-à-dire qu'il suffit pas de mettre un limiteur en TP, en Troupic et de régler la sortie à -1. En réalité, on va devoir de toute façon baisser le gain, on va devoir enlever du gain en fait. On va devoir baisser physiquement, entre guillemets,
enlever du gain sur le master. Et donc, en fait, on va perdre un, voire deux. Ça dépend des masters et ça dépend à quel point c'était clippé, crushé avant, hein. Pour les masters très loud, pour les trucs très compétitifs, pour la musique électronique, etc., on doit enlever plusieurs dB, en général, de gain pour obtenir ces valeurs entropiques. Et en fait, le client, si vous faites ça, personne va vouloir ça. Personne est d'accord d'avoir ça. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez faire perdre 1, 2, 3 dB de loudness, tout simplement, au master. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, là je suis en train de simplement de vous donner les faits, hein, de quelqu'un qui travaille professionnellement là-dessus, qui a des clients tous les jours, quotidiennement, des masters, etc. Personne est prêt à perdre 2 dB de loudness pour une simple mesure troupique et qui de toute façon, personne fera la différence à niveau égal avec une version qui sera sans troupique et une autre version qui a du troupique qui overshoot au-dessus de zéro. Donc, les faits sont là, ça c'est la réalité du terrain, si vous voulez. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a aucun master, ou très très peu. Il y en a certains qui le font, voilà, mais ça reste anecdotique, hein, qui ont globalement tous les masters overshoot au-dessus du zéro en TP. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Et donc, bah, pour finir avec ça, c'est la même personne qui pose une autre question. J'ai une question, on doit se soucier du tropique lors du mastering. Bah, je pense que j'y ai répondu, hein, sincèrement. Très peu de mastering engineers font, entre guillemets, attention. C'est pas qu'on ne fait pas attention à ça, c'est que de toute façon, on va checker avec nos oreilles, on va écouter, hein. On a aussi des manières d'écouter les codecs, d'écouter comment ça sonne en MP3, etc., en temps réel. Et donc, on va checker ça, on le check, mais on va finir très rarement par réellement avoir des tropiques en dessous de zéro pour toutes les raisons que j'ai citées avant. Ensuite, bah, c'est relié à ça, hein. Une autre question, je l'ai mise là, enfin, c'était marrant. Quel intérêt le tropique ne sert à rien? Ben voyons, pour vendre une formation. Évidemment, parce que dans cette vidéo, en fait, dans cette vidéo, c'est une très bonne vidéo, allez la voir les gars, parce que je vous explique un peu tout ce que je vous ai expliqué là, mais plus deep. Je vous montre aussi des preuves, etc. Et bah écoutez, là, on a affaire à quelqu'un qui a l'air manifestement frustré. Et vendre une formation, oui, pourquoi? Parce que simplement, j'ai effectivement une formation qui vous apprend tout ça deep. Et c'est pas pour rien, parce qu'il y a énormément de gens qui ne comprennent rien à ça. Il y a énormément aussi de mauvaises infos. Le problème étant que maintenant, on a beaucoup de gens bah, qui font tout seul, donc qui se retrouvent en fait largués dans ce grand monde technique, hein. Parce que mine de rien, il y a beaucoup de techniques à connaître. Donc, quand je dis technique, c'est pas des techniques de mastering, hein. Je parle de techniques, de choses techniques à connaître, de faits techniques à maîtriser euh, pour faire ça bien. Et ben voilà, les gens en fait apprennent tout seuls sur le tas. Et le problème, c'est qu'ils vont regarder par typiquement comment dire, les recommandations des plateformes de streaming qui vous disent attention, c'est la nouvelle norme, etc. Alors qu'en réalité, comme je vous dis, dans le milieu pro, il n'y a pas de norme. La musique, c'est de la musique. On peut vouloir crocher un master ultra loud pour des raisons artistiques, hein, ou esthétiques. Certains peuvent le faire bien, d'autres le font mal, mais bref, ça c'est un autre topic. Mais dans l'idée, il y a quand même beaucoup d'infos techniques à connaître autour de toutes ces histoires de loudness, de true peak, etc. Et c'est exactement pour ça que j'ai fait une formation qui s'appelle Gain Staging and Metering. Si ça vous intéresse, tout est dans la description. Je ne vais pas parler plus de ça, mais voilà. Ensuite, nous avons alors une vidéo où c'est un short tiré d'une vidéo longue où je parle d'input-output. Donc, c'est-à-dire, par là, je voulais dire, je parle dans les très grandes lignes, je dis que ce qui rentre est, comment dire, fait, il façonne ce qui sort. Et quand je parle de ce qui rentre et ce qui sort, je parle de nous en tant qu'être, dans le sens où, voilà, si vous bouffez mal, si vous matez que des trucs de merde qui vous apprennent rien, si vous vous couchez tard, si vous avez aucune hygiène de vie, etc., mais derrière, tout ce que vous allez faire vous allez sortir des outputs, c'est-à-dire des résultats qui vont être à la hauteur de vos inputs, hein, il n'y a pas de secret. Et alors, ça fait un petit peu débat. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et c'est un point de vue qui peut être concevable, hein, qui disent pas d'accord en général, comme je vais lire le commentaire, hein. Je suis pas, moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée. L'art en général est un domaine qui est quand même assez marginal dans la société. Ceux qui font de la musique ne sont presque jamais normaux, et c'est justement la singularité qu'on cherche dans l'art dont la musique. De plus, si tu regardes les producteurs à succès, c'est presque tous des nerds, au moins à leur début, donc ils ont un mode de vie assez marginal. Alors les gars, tous ceux qui font de la musique, je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que on est tous des marginaux? Sincèrement, pour moi, c'est du bullshit. Encore une fois, je pense que
Ça c'est un biais de perception, c'est vraiment, on voit toujours quelques gros exemples. Là, comme ça, j'en ai un qui me vient, une qui me vient, entre guillemets, par exemple, Amy Winehouse, toutes ces grosses stars, entre guillemets, qui déconnaient totalement, qui étaient ultra dopés, tout ce que vous voulez, qui en gros, tout déraille dans leur vie, à part l'art qu'ils font à côté. L'art, quand je parle d'art, c'est leur musique, leur art. Bah, il y a qu'à voir où ils finissent, hein, ok? Donc certes, ils ont fait des super trucs, mais tous ces mecs-là, ils sont soit morts, soit dans de très mauvais état. Donc je pense pas que c'est une généralité. Je pense que au contraire, pour moi, la majorité des gens qui font de la musique, au contraire, sont plutôt des gens sains, sont plutôt des gens en fait qui font attention à eux. Et ça veut pas dire que c'est pas des gens qui se droguent pas et compagnie. Attention, faut pas tout mélanger. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que si on veut faire de la musique sur le long terme, en fait, si on veut être créatif sur sur le long terme, hein, attention, je vous parle pas de une année, 2 années, on est obligé d'avoir une certaine hygiène de vie, on est obligé de prendre soin de soi, on est obligé de se maintenir d'une manière ou d'une autre. Parce que certes, si on prend les dopes par exemple, il y en a certaines qui vont vous aider, et moi je pense que c'est un espèce de voile, mais qui vont vous aider un petit peu à être créatif, entre guillemets, mais combien de temps ça va durer? Ok? La lune de miel avec une substance, elle dure pas longtemps. Au début, c'est cool, c'est fun, ça nous rend créatifs et tout, mais très vite, on tombe dans quelque chose qui n'est plus fun et qui, je pense, dessert beaucoup plus que sert. Après, c'est mon avis, hein, sincèrement, chacun a le droit d'avoir son propre avis. Moi, je pense que, au contraire, les mecs qui font n'importe quoi, les gros marginaux, ceux qui se détruisent, parce qu'au final, c'est souvent ça, c'est des mecs qui se détruisent à petit feu. C'est comme une forme de suicide lent, comme ça. Euh, je pense que si on regarde, c'est en général, c'est pas leurs dernières œuvres qui sont les meilleures, c'est plutôt justement au début où ils font des trucs bien. Et après, ça se dégrade très vite. Et après, on rentre dans quelque chose qui est vraiment malsain, et, enfin pour eux en tout cas. Voilà. Donc perso, je suis pas d'accord. Je pense pas que tout l'art soit des trucs marginaux. Et au contraire, je pense qu'on peut être très bien dans sa tête. Je pense qu'on peut être très sain avec son corps, avec soi-même, etc. Et faire du super art. Je pense que ça, c'est un gros mythe. Voilà. Mais dites-moi, les gars, ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. C'est intéressant de partager. Et voilà, ça, c'est encore une autre personne qui me dit du grand n'importe quoi. Les plus grandes œuvres musicales ont été créées dans la douleur et pas le confort. Il dit que de la merde. Alors, les gars, ben, je sais pas, mais c'est même, euh, même discours, je suis pas d'accord. Je pense que c'est un gros biais de perception que, certes, il y a des gros artistes qui se sont totalement, qui étaient dans la douleur, mais je pense que c'est absolument pas la seule manière d'être créatif. Alors, ensuite, on a une question de nouveau par rapport au master à -14 à l'UFS, hein. Ça, c'était un short où je parlais de ça, hein, du fait qu'il ne faut pas faire des masters à -14 à l'UFS. Personne ne fait ça. Il n'y a que le monde, la sphère amateur qui font ça parce que, comme je l'ai dit précédemment, ils sont un petit peu brainwash par ces recommandations des plateformes de streaming. Mais dans le milieu pro, personne ne fait ça. Alors là, on a une question intéressante qui nous dit, 1000 ans après, j'ai quand même une question. Comment se fait-il que les pubs sonnent plus fort alors que le LUFS a été créé justement pour rendre tous les programmes homogènes? Et ça, alors moi, j'ai pas de preuves là-dessus, mais pour moi, ça paraît clair et évident. Et ça, c'est vrai, hein. C'est dans tout. Si vous regardez, par exemple, je sais pas, sur euh, Prime Video, par exemple, hein, il y a des pubs maintenant, même alors qu'on paye un abo, bah, les pubs sont plus forts que le son. Si vous regardez sur YouTube, les pubs sont plus fortes que tout le reste de l'audio. Sur Spotify, ça fait longtemps que j'ai un abonnement premium, je sais plus, mais de souvenir avec le mode free, les pubs sont aussi plus fortes. Pour moi, c'est tout simplement que volontairement, ils mettent les pubs plus forts, c'est tout. Parce qu'ils ont le contrôle de nouveau sur le niveau. Ils alignent tout à un certain niveau, mais c'est très facile de dire, OK, les pubs, chut, on leur ajoute 2 dB et puis c'est réglé, quoi. Donc moi, c'est ma théorie. Je pense que c'est tout simplement ça. Je vois pas ce que ce serait d'autre. Pour moi, c'est absolument pas, en tout cas, une histoire de tricks magiques spéciales pour essayer à sonner plus fort ou même LUFS, hein. Parce que certes, alors, pour faire simple, on peut avoir deux tracks qui paraissent être légèrement différentes en perception, en volume perçu, mais qui mesurent un même LUFS. Bien sûr, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, j'en ai déjà parlé plein de fois. Mais c'est pas le jour et la nuit non plus, hein. Et le truc, c'est que les voix, typiquement les pubs, c'est beaucoup de la voix, hein. C'est une voix qui parle. C'est très 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 bien mesuré en LUFS, c'est très précis justement pour les voix. Pourquoi? Parce que c'est dans les mids et les loudness meters sont très précis, entre guillemets, dans les mids beaucoup plus. Les mids vont vraiment influer.
la mesure, beaucoup plus que le reste du spectre, que les basses, etc. Donc, je pense pas, tu vois, que ce soit un magic tricks pour faire sonner plus fort, alors que, parce qu'en vrai, il n'y en a pas, hein, tout simplement, à part quelques petites subtilités, par exemple comme le punch, etc., le punch ressenti, mais c'est vraiment plus pour la musique, pour les pubs, ça te fait défendre. Donc moi, je pense que c'est tout simplement qu'ils vous balancent les pubs un poil plus fort pour que justement ça pop in your face, quoi. Ok, ensuite, nous avons une simple question. J'avais une question par rapport à la formation, à tes formations, en fait. Toi, tu es sur Ableton, moi, je suis sur FL. Ça va être difficile de se repérer vu qu'on n'est pas sur la même plateforme. Alors, absolument pas. Évidemment, moi, je suis sur Ableton, comme tout le monde le sait. Mais tout ce que je montre, que ce soit dans mes formations, que ce soit dans mes vidéos YouTube, peu importe, franchement, pour 99% du temps, c'est tout à fait transposable dans d'autres plateformes, sur d'autres dos, sur là où vous avez envie. C'est plutôt vraiment au contraire, justement, je vous parle plutôt du concept, du principe des techniques et non pas du détail de comment appliquer dans tel cas, etc. Que ce soit Live, que ce soit FL, que ce soit Logic, peu importe, il y a dans les grandes lignes les mêmes fonctions, même si pour le faire, on doit se débrouiller autrement. Mais dans les grandes lignes, les concepts sont applicables partout. Et en passant, tant qu'on parle de mes formations, les amis, si vous voulez vous former, je vous place vite ça maintenant et en même temps, support toutes ces vidéos que je vous fais gratuitement. C'est les offres d'été Bart 2. Il y a des grosses réductions partout, jusqu'à plus de 50% sur certaines formations. Je vous mets tous les liens en dessous. Si vous voulez vous former, soutenir en même temps, dépêchez-vous parce que les offres, je ne sais pas encore jusqu'à quand on va les laisser, mais elles peuvent sauter assez bientôt. Donc voilà, si jamais tout est en bas dans la description ou dans le premier commentaire. Et les amis, en parlant de ça, on arrive à la fin de la vidéo. Voilà le dernier commentaire. J'espère que cette petite vidéo FAQ vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, laissez aussi FAQ dans les commentaires. C'est vrai que j'en fais pas souvent des vidéos FAQ, mais si ça vous intéresse, moi je peux en faire sans problème. C'est toujours intéressant de répondre aux questions, d'échanger là-dessus, d'essayer d'amener de la valeur. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Les gens, c'était Igor chez Strop Studio. Je vous dis à plus. Ciao.